Bonjour, bonjour, Bonjour à vous. Bonjour, bonjour, bienvenue. bonjour Eric. Bonjour Dani. Bonjour, bonjour Émilie. Et peut-être qu'en attendant les autres, je peux déjà vous inviter à partager ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui et puis quelle serait une envie que vous avez pour cette session qui est, je vous rappelle le titre, c'est arrêter de réparer votre couple et aussi vos équipes. Voilà, donc il y a la notion de la relation et de la réparation dans les équipes et dans les couples et le lien qu'on fait entre tout ça. Donc, qu'est-ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui et quelle serait une envie que vous avez envie de partager pour cette session? Vous pouvez le mettre soit dans la conversation, soit le partager de vive voix, ce qui vous arrange. Ah, Eric, je ne sais pas si vous m'entendez. Moi, Je c'est vous entends. parce que je suis curieux. J'ai suivi une formation, une information peut-être de 3 4 jours sur la systémie. D'accord. Et, ouais, et je suis très appétant, déjà le titre, et puis toutes ces notions anti-intuitives de solutions, je dirais, Ouais. disruptives ou nouvelles Hmm. de thérapie brève et de Hmm. systémie. Je suis partant pour ça. Et donc, ça m'intéresse, voilà. Ok, super. Au bon endroit. Bienvenue. Peut-être que ça vous donnera envie d'écouter encore plus le reste de la. Merci pour ça. Et on continue d'autres envies ou de raisons pour lesquelles vous êtes là. Oui, moi je peux partager, donc Isabelle. Comme certains d'entre vous savent, moi je suis coach depuis 12 13 ans avec l'approche coactive et je Mhm. suis coach surtout de leader. Et en fait, je suis intéressée à en apprendre plus sur la systémie et l'approche de Horsk. Et en particulier, bon, forcément pour travailler en équipe, mais aussi même dans mon coaching individuel, j'ai des collègues qui m'ont dit avec le module d'introduction, il y a même des outils en fait que tu peux Ça. utiliser dans ton coaching individuel quand il y a des problématiques de relation, parce qu'il y a souvent des problématiques de Bah, relation c'est qui ça, arrivent dans le évidemment. coaching individuel. Qu'est-ce que j'en fais? Forcément, je peux pas, ça remplace pas, mais donc voilà, je suis curieuse un petit peu avec cette C'est optique-là. ça. Et en sachant juste un truc, j'ai une séance client après, donc je devrais malheureusement partir 10 15 minutes avant la fin. Ok. Donc désolée pour ça, je voulais juste Merci vous pour le avertir. warning. Merci pour le warning et d'être avec nous. Et effectivement, on est toujours en relation. Et ça, à moins de coacher des moines bouddhistes, et encore même eux, ils sont en relation avec quelque chose ou même entre eux. Donc, voilà, la notion de relation est toujours présente. Et il y a le coaching d'équipe, le coaching de relation, mais il y a aussi comment, ben, en accompagnement individuel, on intègre cette dimension systémique. Et effectivement, il y a pas mal d'outils dans le premier module de Earth et même par la suite qui sont utilisables dans des coachings individuels. Ok, on prend aussi quelques autres envies et raisons d'être là. Evelyne, je vais continuer. Donc, je suis coach interne au département du Nord et j'anime le Hmm. réseau des coachs. Donc, j'ai été intriguée en fait par le titre. Voilà, enfin, cette notion Ok. de réparation Oui, par rapport à mon métier en fait, enfin à la fonction que j'exerce plutôt. Et puis surtout, on a deux de nos coachs qui ont été formés chez vous au coaching collectif absolument. systémique. Hmm. Et la systémie, effectivement, est à mon avis un des éléments clés ou un éclairage clé pour peut-être mieux inscrire nos coachings quand on est coach interne, Hmm. justement dans cette organisation dont on est à la fois partie et enfin on est un pied dedans, un pied dehors en fait. Voilà, donc j'étais plutôt intriguée en fait. Voilà la raison de ma présence. Super. Ok. Merci pour ça. Et effectivement, Evelyne, le département du Nord est fan de Hearst, donc on vous attend aussi, vous êtes la suivante. Moi, je Ok. peux peut-être Allez, Émilie. continuer. Moi, je connais bien Dany notamment. Moi, j'ai suivi la formation ORSC en novembre 2023 et j'ai fini en mai 2024. Si les dates sont bonnes, je suis aussi formée à l'école de Palo Alto. Je connais bien les sujets de systémique. Moi, j'accompagne en fait notamment des entrepreneurs, des repreneurs d'entreprise, des associés, donc sur des questions de relations. Lorsque m'aide beaucoup. Et en fait, j'accompagne aujourd'hui en fait une entrepreneuse qui va se lancer plus sur le sujet d'accompagnement des couples.
dans des choses dans un format un peu innovant. Et donc, j'étais plutôt là, pas pour parler entendre parler d'Orsk, plus génériquement parce que je connais bien, mais plus sur le sujet de comment est-ce voilà, ce qui m'a intrigué moi aussi, c'est plus comment l'appliquer au sujet spécifique des couples, même si voilà, je l'utilise déjà notamment pour des couples professionnels. Oui, oui. Génial ça. Et tu as un beau témoignage de quand on a fait Hearst, on en redemande encore et on revient, quoi. On s'en lasse jamais. Merci d'être là avec nous. Et c'est vrai que oui, bah, c'est des couples professionnels et tu as la réponse déjà dans ce que tu dis là. Bon, il y a des petites choses qui se rajoutent, mais d'autres qui sont en moins, mais dans les deux cas, c'est de la relation et c'est ce qu'on apprend à travailler avec Hearst, en fait. C'est ça tout le travail, quoi. Et On a une je question. confirme en tout cas ce qui a été dit sur Orsk, hein, que c'est une super formation. J'en profite, très pratico-pratique aussi, avec des outils qui servent, y compris quand on accompagne et coach des relations, mais y compris effectivement individuellement, puisque en fait on est tous en relation. Et là où c'est sympa, c'est que, tu as peut-être eu cette expérience-là aussi, c'est que moi et tous ceux qui passent, en fait, à chaque fois, c'est la même chose. Il y a même, c'est une vraie philosophie de vie aussi, donc ça a un impact dans nous-mêmes, dans notre quotidien, dans la façon dont on voit les autres et dont on voit les relations aussi. Et le premier impact, il est là quand on sort du premier module des fondamentaux. Ok, bah écoutez, on va se lancer. On est bien en petit comité là, c'est chouette. Comme ça permet pas mal d'interactions et d'échanges. Le format, il est vraiment comme ça, c'est qu'on puisse échanger, prendre vos questions et avoir des conversations autour de ce sujet. Alors, on a Alexandra qui nous rejoint. Bonjour Alexandra, bienvenue. Alors, si juste peut-être, je ne me suis pas présenté, donc je m'appelle Dany Nassif. Je co-dirige le cabinet Birds. Cabinet Birds, en France, on a la licence exclusive pour la distribution du programme ORSC, qui est le programme Organizational Relationship Systems Coaching. Donc, c'est le programme de formation au coaching systémique des relations et des organisations. Et c'est un programme qui dépend d'une entité aux US qui s'appelle CRR, Global Center for Right Relationships. Et ce nom-là, ben, on va en parler aussi un peu plus tard, puisque l'un des sujets d'aujourd'hui, c'est dans le teaser qu'on vous a envoyé, il y a la notion de relation juste. Et justement, on discutera de ce qu'on met derrière une relation juste. Donc l'entité CRR Global, elle est basée aux États-Unis et c'est l'entité qui a été fondée par les deux fondatrices du modèle. Et on en touchera un petit mot tout à l'heure quand je vous parlerai plus du modèle de Hursk. Voilà. Sinon, moi-même, j'ai 25 ans d'expérience dans les télécoms avant de faire ce métier de coach maintenant depuis une dizaine d'années. J'ai été formé à Hursk dès le début. J'ai toujours eu une appétence pour les approches systémiques et les approches pour les groupes et les relations. Donc, je me suis formé en parallèle tout de suite à Hursk. Je me suis certifié, j'ai adoré l'approche. On a récupéré la licence pour ici et donc depuis, on développe commercialement ici avec Alexandre, que vous avez aussi dans la salle et que vous avez peut-être eu au téléphone ou par mail. Et je suis également formateur au sein de la faculté des formateurs Hursk, qui est une faculté qui ne dépend pas de Birds. Donc nous, on s'occupe uniquement du déploiement commercial du programme. La faculté est pilotée par les États-Unis, puisqu'en fait, il y a 27 partenaires dans le monde et il y a une forme de garantie de la qualité de ce qui est délivré. Et ça, c'est au travers de la faculté qui est pilotée par ce point aux États-Unis. Alors, peut-être juste pour parler un petit peu de ce avec quoi vous repartirez, j'espère, tout à l'heure à 14 heures. J'espère des réponses et des idées déjà sur ces 3 points qu'on avait mis dans l'invitation initiale, sur ce que finalement les relations cherchent plutôt que ce qu'elles font mal. Voilà, aller dans cette notion de commencer à parler de la relation et de que veut une relation et intégrer déjà cet aspect de la relation qui chez nous est super important. On parlait un peu du parallèle entre les couples et les équipes et ce parallèle-là qu'on fait surtout, quels sont les outils ou les approches qui viennent d'un milieu et qu'on utilise dans l'autre. Et puis justement, commencer à avoir cette conversation avec vous sur
la notion des relations justes et comment finalement le coaching systémique en général et plus particulièrement HORSC nous aide à aller vers ce chemin des relations justes. Autant que possible, vous donner des notions peut-être pratiques. Déjà, certains sont coachs, donc déjà peut-être à intégrer, même si vous n'avez pas, c'est pas une formation aujourd'hui, mais déjà des notions à intégrer dans votre approche. Et puis, on parlera aussi dans les 15 dernières minutes du programme HORSC, justement, pour vous expliquer un petit peu la pédagogie, l'approche et puis les modalités pratiques. Est-ce que ça vous va comme programme? C'est OK? Très bien. Juste Dani, moi, j'ai la même contrainte, j'ai une autre réunion qui débute, je suis obligée de vous laisser dans un dernier quart d'heure, mais comme je connais aussi bien HORSC et que je suis déjà formée. N'hésitez pas. Merci. Et si vous êtes en train de déjeuner, n'hésitez pas aussi, c'est cosy, c'est comfy, donc voilà. Donc on va commencer peut-être par ce premier sujet sur finalement la relation, qu'est-ce qu'elle veut? Et je ne sais pas, comment c'est pour vous de vous poser cette question déjà. Ce que veut, si vous pensez à des relations dans lesquelles vous êtes, qu'est-ce que ça vous fait de vous poser la question de qu'est-ce que veut cette relation dans laquelle je suis? Pour moi, c'est un peu une facilité parce que ça déculpabilise le fait d'avoir humanisé la relation. Donc, cette volonté inhérente à la relation elle-même fait que moi, qui suis partie prenante de cette relation, finalement, ce n'est pas de ma faute, c'est la relation elle-même qui a pourri le truc. Donc, en fait, moi, je vois pour un moment avec un œil extérieur, objectif et critique. Mais j'attends. J'imagine que tu vas me convaincre plus tard. Ok, j'aime bien dans ce que tu dis. On peut se tutoyer si ça vous va tous, c'est plus simple. J'aime bien dans ce que tu dis, c'est le côté humaniser la relation. Voilà. Après, il y a ces notions d'extérieur. On va voir que c'est pas tout à fait juste extérieur. Il y a le côté extérieur, mais et puis il y a ce côté qu'on traîne, effectivement, je pense tous, du côté je culpabilise pas et c'est pas ma faute en fait. Et là, on rentre dans plein de mécanismes qu'on va aussi aborder. Ok, quoi d'autre? Qu'est-ce que ça vous fait comme ça de parler de la relation, de vous poser cette question? Forcément, en connaissant HORSC aussi, mais c'est le principe de la relation est la troisième est une vraie entité en tant que telle. On parle de troisième entité, et donc effectivement, on focalise sur la relation plutôt que sur les éléments du système. Et là, on est vraiment sur le langage HORSC de la troisième entité, des éléments du système, et on rentre dans ces notions de systémie. Merci pour ça. D'autres réactions comme ça vous fait? En fait, moi, ça m'interpelle parce que je me pose jamais la question comme ça. Je me dis plutôt, qu'est-ce que je veux pour cette relation et quelle relation j'ai envie de vivre, en fait. Oui. Et merci pour ça. Effectivement, c'est l'approche qu'on a de façon classique. C'est qu'est-ce que moi, je veux dans cette relation-là. Et qu'est-ce que je veux de l'autre. Comment je veux contribuer à la relation et quelle relation j'ai envie de vivre. Mais de dire que veut notre relation, on a l'impression qu'on n'a pas du tout la main. Sur la relation et que c'est un peu ce qu'elle veut, quoi. Donc ça m'interpelle dans ce sens, moi. Effectivement, c'est justement ça, et c'est normal que ça interpelle, justement, parce qu'on n'a pas l'habitude de se poser cette question-là. Et à la limite, on a l'habitude peut-être de se poser la question de ce que je veux amener dans la relation, et c'est déjà bien, mais de se dire, ok, cette relation, qu'est-ce qu'elle veut? C'est pas habituel. Et nous, c'est au cœur de l'approche HORSC, puisqu'on parle vraiment de relation et de travailler la relation et de travailler le système relationnel. Et si on essaie de donner un peu plus de matière aussi à ça, tu l'as mentionné, tu as mentionné ce nom de troisième entité, Émilie. Pour l'illustrer un petit peu, qu'est-ce que vous voyez à l'écran là? Comment? J'ai pas, le micro est... Oui. Qu'est-ce que vous voyez à l'écran? Les Beatles. Ouais. Les Beatles. Donc, vous voyez, votre première réaction, c'est les Beatles. Personne n'en est à dire, c'est John Lennon, c'est Harrison,
on est tous directement sur le groupe. Bah, On est sur... moi, je vois... Oui, C'est marrant parce que moi, je vois deux groupes en fait. oui, tu les vois séparés un peu comme ça, avec le Ouais, je truc les au vois milieu. séparés en Ça, fait. c'est l'effet d'optique Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Et là, tu vois, si tu fais Earth, tu verras au module géographique, on parle d'un système, il y a aussi toujours des sous-systèmes, il y a des Mhm. relations. Dans ce groupe-là dans lequel on est certain à se connaître, d'autres pas. Donc, il y a déjà des sous-systèmes dans les systèmes. Ça, c'est une vraie dimension dans la systémie. Donc, c'est marrant, effectivement, ça ressort là. Et dans ce groupe-là, il y avait aussi des affinités entre eux. Mais ce que Ouais. vous voyez tout de suite, c'est le lien qu'il y a entre eux. Et ce que vous voyez, c'est ce qu'on appelle leur troisième entité, en fait. Dans un groupe de musique, c'est assez parlant parce que la troisième entité, elle a une voix. Les Beatles, ils ont une voix quand ils sont à quatre, quand ils étaient à quatre, ils avaient une voix qui est très distincte de la voix de chacun d'eux. Et même si certains ont eu des carrières en solo phénoménales. Donc, la voix de la troisième entité, c'est la voix du système dans son ensemble, du groupe. Et cette notion de la troisième entité, on la voit dès le premier module et on travaille tout le temps, quand on accompagne les équipes ou les relations, quelles qu'elles soient, à développer cette troisième entité, à entendre sa voix, et à faire conscience de la troisième entité à l'ensemble du groupe, en fait. Donc, dans son essence la plus simple, la troisième entité, c'est cette fameuse relation. Quand on n'est que deux personnes, c'est la forme la plus simple de la troisième entité, c'est les deux personnes dans un couple, qu'il soit pro ou pas. Donc, quand on parle de la troisième entité en pratique, et ça va rappeler des choses à Émilie, euh, on a cette représentation euh, de ce qu'est la relation et la troisième entité. Qu'est-ce que ça vous rappelle peut-être ce triangle? Parce que je pense que je... Est-ce que ça vous fait penser à des choses? Le triangle de Carpan. C'est ça. Il y a ce à quoi on peut penser directement, c'est le fameux triangle dramatique. Si vous avez fait de la PNL, on peut penser aussi à la position méta. Euh, Dans l'approche Hursk, ce triangle-là, vous avez les positions 1 et 2. C'est dans une relation, c'est la position des deux partenaires dans la relation. Et donc, les deux partenaires dans la relation, euh, ils sont en relation, ils sont en échange, ils échangent, ça peut se tendre, il peut y avoir de la tension dans la relation, il peut y avoir un conflit, il y a plein de choses, mais cette relation-là, c'est entre le point 1 et le point 2. Et je reviendrai ensuite peut-être à l'outil tel qu'on le pratique, mais là, juste sur l'approche, le point 1 et le point 2, c'est les deux postures de la relation, des acteurs dans la relation. Et la position qu'on appelle la position 3, c'est la position de la relation. Et donc, ce triangle-là, c'est le triangle de la troisième entité. Et c'est-à-dire, là où on donne, dans ce que tu disais, Eric, tout à l'heure, sur le fait de humaniser, on donne voix à la troisième relation, on donne voix dans cette position-là. C'est qu'on imagine qu'on n'est plus ni l'un ni l'autre, et on est au-dessus. Et quand on est au-dessus, c'est pas au-dessus à juste observer, on devient la relation, on devient ce truc entre les deux personnes. On l'incarne. Donc plutôt que de prendre la hauteur et d'observer, on est plutôt dans incarner la relation. Donc, tout ça, c'est conceptuel tel que j'en parle comme ça, mais c'est déjà ce principe de ne pas être ni là ni là, mais de se positionner au-dessus ou dedans plutôt. Et quand on est dedans, il y a ces trois questions qui sont super puissantes et que je vous invite à pratiquer, ne serait-ce que vous-même dans votre relation avec les autres. Si vous prenez une relation qui est importante pour vous, et de vous imaginer dans cette posture, dans cette position où vous n'êtes pas vous-même et vous n'êtes pas la personne avec que vous avez en face.
Vous et la personne que vous avez en face, vous avez déjà eu plein de discussions. Vous savez ce que vous ressentez, vous savez ce qu'elle veut, ce que vous voulez, tout ça, vous avez déjà eu ces discussions-là. Les questions que vous ne nous êtes jamais posées, c'est ces 3 questions qui sont là. C'est quand, si vous prenez de la hauteur ou si vous vous mettez au milieu, là, que vous devenez la relation, qu'est-ce que vous ressentez, vous, quand vous observez ce qui se passe? Est-ce que c'est de la joie, de la colère, de la frustration, de l'impatience? Toutes les émotions qu'on peut avoir dans une roue d'émotions, elles sont aussi dans cette relation-là. Donc, qu'est-ce que vous ressentez, vous, quand vous êtes la relation? Vous n'êtes ni le 1 ni le 2. Vous sortez de ça et vous êtes vraiment, vous, la relation. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous savez aussi que les deux ne savent pas? Et ça, c'est une super question aussi. C'est quoi la prise de conscience que vous avez quand vous vous mettez dans cette situation-là, dans cette position-là? Et puis ensuite, de quoi vous avez besoin de la part des deux? Vous voyez, c'est plus de moi ce dont j'ai besoin de l'autre ou ce que je vais envie d'amener. C'est cette relation-là, de quoi elle a besoin de la part des deux. Avant de vous expliquer un petit peu plus comment on le fait en pratique, qu'est-ce que ça vous fait d'imaginer un peu ça et de vous poser ces questions? La position 3 peut être prise par l'une des 2 personnes du couple, par exemple, mais peut également être prise par le coach. Pas par le coach. D'accord. Par l'un ou l'autre des personnes dans le couple, oui. Et ça fait partie, cet exercice-là, je vous en dirai un peu plus tout à l'heure. Là, cet outil-là fait partie de ces outils qu'on peut utiliser avec une personne. Vous voyez, on n'a pas besoin d'avoir les deux. Je vous en dirai quelques mots aussi. Juste, donc, d'autres réactions sur ce que ça vous fait de vous poser ces questions-là et d'imaginer ce trio, ce triangle. Mais pour Moi, nous, je me dis... Pardon, vas-y. Ouais. ça donne une autre perspective. Ça permet Ouais. ça donne une autre perspective sur ce qui est et de voir les choses autrement, plutôt que d'être pris dans, si j'imagine ça avec une relation que j'ai, peut-être d'être pris dans mes choses à moi, mes besoins, etc. Ça me permet de prendre un peu plus de recul, avoir une autre perspective pour voir qu'est-ce qui pourrait être bon pour la relation dans son ensemble. Donc, c'est intéressant. Après, c'est pas évident forcément de distinguer. Quand je vais là, je me dis, il y a toujours une partie de moi qui va là. Donc, c'est que ça reste quand même ma perspective, même si c'est Bien ma sûr. perspective. Donc, c'est ça que je me demande, c'est comment Ouais. on sort de sa perspective à soi quand on va dans la position 3. Ouais, je rejoins Isabelle. Je trouve que c'est... Enfin, si j'essaye de l'appliquer, c'est extrêmement compliqué. Ou alors c'est peut-être juste nouveau, mais ça demande peut-être juste de la pratique, de pouvoir être une espèce de supervision de la relation et de se dire finalement qu'est-ce qui se joue là dans la relation ou avec la relation. Voilà, je trouve que Et c'est... c'est même qu'est-ce que moi je suis la relation, qu'est-ce qui est en train de se jouer pour moi la relation. Oui, Donc c'est vraiment, et tu as tout à fait raison, c'est pas facile d'aller l'incarner en fait finalement. oui, c'est ça. C'est pas facile. Enfin, se transposer et se dire je suis la relation. Qu'est-ce que je C'est ressens? un exercice un peu nouveau. Voilà, Oui, on va dire ah oui. ça. Oui, ça c'est sûr que c'est nouveau, c'est bien. Alexandra, tu disais? Bah, en fait, je voulais réagir par rapport à ce qui a été dit, c'est-à-dire que quand me pose cette question, je me dis c'est toujours avec mon prisme en fait, c'est toujours avec mes besoins, avec ma perception des choses, avec mes croyances. Donc même si j'essaye de faire ce truc-là, je me dis bah en fait c'est moi qui pense que la relation elle a besoin de ça, mais parce que avec toute mon expérience et de ce que j'attends et de ce que je me dis, bah une bonne relation, une relation qui est équilibrée, c'est ça. Et donc du coup c'est toujours avec mon prisme. Oui. Alors ce sera toujours avec ta voix. Mais quand on fait quand on pratique ce protocole-là et si vous venez faire les fondamentaux, quand vous le pratiquerez, vous l'apprendrez, tu verras que c'est avec ta voix, avec la voix de la personne que tu coaches qui se met en position 3, mais elle prend une nouvelle perspective. Et c'était le point
d'Isabelle et d'Evelyne, c'est le côté de vraiment, on prend une nouvelle perspective. Après, qu'est-ce qui va amener cette nouvelle perspective? Qu'est-ce qui va amener cette prise de conscience? Justement, le protocole tel que vous le verrez à Fondamentaux, c'est que si vous êtes avec une personne seule, vous allez l'inviter, quand elle est dans cette position 1, à partager ce qu'elle ressent et ce qu'elle veut. Okay? Quand elle partage ce qu'elle ressent et ce qu'elle veut, à ce moment-là, dans cette position-là, elle est sur son intelligence émotionnelle à elle. Elle est connectée à ses émotions à elle. Okay? C'est l'intelligence émotionnelle, c'est moi ce que je ressens et ce dont j'ai besoin. Et en fait, la première étape du protocole, c'est de passer la personne à la position 2. À la position 2, elle incarne à ce moment-là l'autre personne qu'elle a dans la relation. Donc si c'est par exemple une relation père-fille, ben, je vais aller incarner ma fille de l'autre côté. Et je vais répondre à ce que j'ai entendu de ce côté-là, en étant ma fille. Et donc je vais rentrer dans la peau de ma fille, je vais ouvrir l'eau de ma fille, et je vais répondre à ce que je lui ai dit. Et le coach va me poser la question de ce que je ressens, et ce dont j'ai besoin. Donc ce dont j'ai besoin, ce que je ressens. C'est toujours les deux mêmes questions qu'on pose. Mais là, je suis dans cette position 2. Donc je ne suis plus moi, je suis ma fille à ce moment-là. Et on fait des allers-retours comme ça. Quand on est dans la position 2, ce qu'on travaille avec le coaché, c'est l'intelligence sociale. C'est le fait d'avoir de l'empathie pour l'autre et se mettre à la place de l'autre et ressentir ses émotions. Donc, ce sont ces deux fameuses intelligences émotionnelles et sociales de Goleman. On fait des allers-retours comme ça. Et ensuite, on emmène la personne en position 3. Et en position 3, on fait incarner la posture de la relation. Donc moi, le coach m'emmènerait en position 3. Et là, je ne suis plus ni Dany ni ma fille. Je suis notre relation. Et là, il y a un travail aussi un peu d'essayer d'incarner ça physiquement, de connecter les deux. Et les questions, c'est justement, quand j'ai observé tout ça, moi, si je suis la relation, qu'est-ce que je ressens? Donc bien sûr, c'est ma voix qui s'exprime, mais ma perspective, elle change. Et tout le point, c'est d'avoir une prise de conscience dans cette position 3. Pour revenir ensuite dans ce qu'on appelle la position 4, je reviens là où j'étais, et là, j'ai pris conscience de nouvelles choses. Moi, Dany, j'ai pris conscience de nouvelles choses, et ces nouvelles choses vont changer ma façon d'être dans la relation avec ma fille. Donc, c'est vraiment un exercice où il y a la géographie, où on bouge, on va trouver différentes positions. Ça se fait avec une personne. Si les deux personnes dans le couple sont présentes, ça se fait aussi, c'est un protocole un peu particulier. Et ça se fait aussi en équipe. Et je vous en dirai quelques mots aussi. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui est pas facile, pas évident, mais qui amène tout de suite un changement de perspective sur la relation. Et ce n'est plus moi mon besoin ou le besoin même de l'autre. C'est ça qui est fabuleux. C'est même pas, parce que des fois, je peux être connecté aux besoins de l'autre et voir ce dont l'autre a besoin, et c'est déjà pas mal, c'est l'intelligence sociale. Mais là, je monte d'un niveau, je crante d'un niveau, parce que ce qui nous lie, c'est notre relation. Et c'est quoi? Et voilà, de quoi notre relation a besoin. Des commentaires à ce stade, des réactions, avant qu'on fasse le lien aussi un petit peu avec ce que Éric disait sur la culpabilité et la réparation. Oui, je trouve ça intéressant. Puis moi, c'est sûr, étant formée avec l'approche coactive qui a des liens avec cette approche-là, je vois le pouvoir que c'est pas quelque chose de rationnel en fait, c'est de le vivre dans l'incarnation Oui, et de l'experiential, on dit en anglais, je veux en oui, français, et c'est là qu'il y a des choses nouvelles qui sortent. oui, Donc je vois le potentiel de ça, et puis ça me fait penser à quelque chose de très différent. Il y a longtemps aux États-Unis, j'avais fait un développement personnel assez puissant par rapport à mes relations avec mes parents. Et à un moment donné, c'est différent de ça, mais de me mettre un peu, d'imaginer mes parents quand ils étaient enfants et leur souffrance, et de se mettre dans la position de l'autre. Et c'était tellement puissant parce que j'ai pu ressentir leurs besoins, de leur point de vue à eux. Donc voilà, je trouve que je oui, peux, je peux imaginer la puissance que ça peut avoir en le vivant, pas en le mentalisant, mais vraiment en le vivant. oui. Et je confirme, oui. Ce que tu dis, Isabelle, pour avoir suivi d'informations hors, ce qui est justement
Donc, j'interviens pas parce que tout ça, c'est des choses qui me parlent beaucoup, mais je vais dans ton sens, Isabelle, quand on le vit, en fait, et pour aller effectivement dans le sens de ce qu'on disait, on accueille vraiment une autre perspective réellement, et on la vit émotionnellement aussi, nous. Et ça se passe même pour des personnes qui sont beaucoup dans leur tête, ou même si des personnes sont beaucoup dans le mental. Et c'est ça, c'est ce que tu dis, Isabelle, c'est le côté, la géographie, le fait de bouger et d'incarner des positions différentes. Et c'est là, dans votre rôle de coach aussi, c'est ce qu'on vous apprend, c'est accompagner vos coachés, autant dans la posture, vous, le fait d'y croire, d'en être convaincu, et aussi de les aider à incarner. Et il y a de l'incarnation dans la position 2, j'incarne l'autre, et c'est ce que tu as fait un peu quand tu t'es connecté à tes parents, comment ils étaient, quand tu étais jeune, etc. Ça, c'est la position 2. Tu as de l'empathie pour ça. Et incarner dans la position 3, ce qu'est une relation, quoi, et quel est le lien. Et c'est toute la différence entre juste observer et en fait incarner et ressentir. Vous vous rendez compte, cette question, elle est fabuleuse. Moi, la relation, qu'est-ce que je ressens? D'autres commentaires ou des questions? Moi, j'étais plus parti initialement sur quelque chose de très cartésien et découverte à partir de... Et là, je m'aperçois qu'on tend vers des thérapies, des techniques liées déjà au déplacement, parce que je vois que ce triangle, finalement, il va être matérialisé au sol avec des déplacements pour permettre de savoir où est l'autre, qui est l'autre, etc., qui ressemblent beaucoup à des constellations familiales, par exemple. Oui, oui. Ok. La géographie est extrêmement importante. Quand on dit la géographie, nous, c'est le positionnement dans l'espace. Il est super important. Et quand j'y réfléchis, il n'y a pas un outil, ou en tout cas très très peu d'outils où on ne va pas être en mouvement, où la géographie ne va pas être importante justement pour l'outil, quoi. Et outre la géographie, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est cette notion de il n'y a rien d'écrit au départ et on ne sait pas ce qui va sortir des émotions, éventuellement même de quelqu'un d'autre ou de moi. Ouais. Absolument. Donc ça, c'est un outil qu'on utilise soit déjà pour faire prendre conscience de choses dans la relation. La relation va bien, j'ai envie de la travailler, et puis voilà, je prends conscience de choses. On l'utilise aussi dans des cas où la relation est un peu tendue. Vous voyez, on dit ça gratte un peu, j'ai envie d'améliorer des choses dans cette relation, mais ce n'est pas un conflit. Ok. Si c'est un conflit, on a d'autres outils pour ça que vous découvrirez aux fondamentaux, parce que si c'est un conflit, je vais vraiment avoir du mal à les mettre à la place numéro 2, voire même ensuite en monter en position 3. C'est trop tendu, il y a trop d'émotions, ou un certain type d'émotions. Donc, on a un autre protocole pour les situations où c'est conflictuel. Mais dans les autres cas, c'est vraiment le moyen de donner la voix à la troisième entité. Un point qui est intéressant aussi par rapport à cette notion du mental, quand vous l'aurez pratiqué, ou quand vous la faites vivre à votre coaché ensuite, ce qui est intéressant, c'est que après, c'est beaucoup plus facile de faire l'exercice mentalement. Moi, maintenant, par exemple, quand je réfléchis à ma relation avec quelqu'un, je vais toujours me poser cette question de, OK, lui, ce dont il a besoin et ce qu'il ressent, mais je vais surtout me poser la question de notre relation, de quoi elle a besoin. Je ne vais pas nécessairement aller faire le déplacement, mais je vais le faire dans ma tête et je vais prendre ces positions-là. Parce que ça devient plus naturel et on l'intègre beaucoup plus facilement. Une fois qu'on l'a pratiqué une ou deux fois et que voilà, on comprend comment ça se passe. OK. Petite parenthèse, vraiment petite parce que le temps file. Petite parenthèse, ça se fait aussi en équipe. En équipe, vous donnez la voix. Donc, vous entendez toutes les personnes qui vont s'exprimer. Elles parlent de la position 1, finalement. Elles disent ce qu'elles ressentent, ce dont elles ont besoin. Et ensuite, la façon dont on le fait, on met une chaise vide. Vous avez une équipe, ils sont, mettons, 6 ou 7. Vous ajoutez une chaise, et cette chaise-là devient la chaise de la troisième entité. Et donc, les personnes là, quand elles ont envie, elles vont s'asseoir dans cette chaise-là. Et dans cette chaise-là, elles s'expriment non pas pour dire ce qu'elles ont besoin ou ce qu'elles ressentent, ça, elles l'ont déjà exprimé, mais ayant entendu tout le monde, connaissant tout ça,
ce groupe-là, qu'est-ce qu'il ressent, de quoi il a besoin, qu'est-ce qu'il sait que les autres ne savent pas. Voilà. Super puissant, et c'est une vraie prise de conscience pour l'équipe à ce moment-là. Voilà, je ne vous en dis pas plus, tout ça, c'est dans Fondamentaux. Vous le pratiquerez, vous le vivrez plusieurs fois, et ensuite, ça fait partie des choses qu'on peut tout de suite utiliser ensuite après les fondamentaux. Alors, on a parlé tout à l'heure de la culpabilité, des choses qu'il faut que c'est ma faute, c'est pas ma faute, il faut que je corrige. Et là, on est du coup un peu dans l'approche un peu classique qu'on a de chercher, soit chercher le coupable, soit chercher quelque chose à réparer, quelque chose, un dysfonctionnement, oui, à corriger. Et c'est là où c'est intéressant de parler des travaux de Gottman. Certains peut-être ont entendu parler. Et donc, ce qu'il avait fait notamment au Family Research Lab, le Love Lab à Seattle, où en fait, donc c'était John Gottman et Levinson, qui ont fait pendant 30 ans des études où ils ont observé dans ce Love Lab des couples qui venaient passer 24 heures. Ils étaient filmés, observés, mis en situation en fait, voilà, d'échange et d'interaction. Et vous voyez, ils étaient vraiment bardés de capteurs, ils étaient filmés. Et ensuite, tout ça s'était décortiqué pour essayer de voir quelles étaient finalement les réactions, euh, même physiologiques, hein, leur comportement, euh, et comment ça, est-ce qu'il pouvait y avoir un lien à faire avec comment les couples se comportaient dans le temps? Est-ce qu'ils restaient ensemble ou est-ce qu'ils se séparaient? Et ça, ayant fait ça pendant 30 ans, ils ont réussi effectivement à avoir énormément de résultats. Euh, et même à développer un modèle, vous voyez là, un modèle qui leur permet, en observant des couples, de prédire si ce couple-là va durer ou va se séparer avec 90% de justesse. C'est des données en rétrospective, évidemment, mais leur modèle fonctionne. Ce qu'ils ont identifié, si ça vous intéresse, il y a un livre de John Gottman qui s'appelle Les couples heureux ont leurs secrets. C'est un super beau livre à lire, super pratique pour vos relations à vous. Et c'est ce qu'on utilise aussi énormément dans les approches professionnelles, comme dans les approches avec les couples. Dans les différentes choses qu'ils ont trouvées et qu'il est intéressant de mettre en avant, il y a ce premier point-là, qui est que 69% des problèmes sont insolubles. C'est lié au caractère de l'un ou de l'autre. Donc, quand vous avez cette statistique-là et vous commencez à vous dire, ben, on va réparer, et quand on répare, ben, on veut changer, dans le meilleur des cas, on veut se changer soi-même, et souvent ce qu'on veut changer, c'est l'autre, vous comprenez pourquoi ça ne marche pas. Statistique importante, presque 70% des problèmes insolubles. Okay, et ça veut dire aussi que si je pars, je vais ailleurs, je vais avoir potentiellement les mêmes dysfonctionnements puisque ça ne va pas changer. Ce qu'ils ont trouvé par contre, c'est que les couples aussi qui durent, ce n'est pas les couples dans lesquels il n'y a pas de tension ou de conflit. Ce n'est pas les couples où c'est tout le temps cool, tout va bien. C'est les couples, au contraire, qui savent gérer le conflit. Et plus particulièrement dans le conflit, c'est des relations où ils ont vu que pendant le conflit, il y avait de la positivité. Donc on sait être en désaccord, on sait être en conflit, mais pendant ce temps-là, pendant ces moments-là, il y a du positif dans notre façon d'être ensemble. Pensez-y au moment où vous avez été en conflit ou en tension avec des personnes, à quel point est-ce que ça a été avec de la positivité? Pas sûr. Vous voyez, donc c'est ce savoir-faire de pouvoir amener de la positivité même pendant le conflit. Et lié à ça aussi, ils ont identifié ce ratio, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est un ratio de 5:1. C'est le ratio, c'est l'impact du négatif par rapport au positif. Et que dans une relation, quelque chose de négatif va avoir 5 fois plus d'impact que quelque chose de positif.
Et donc, les couples qui durent, c'est des couples qui alimentent le positif dans leur relation, qui nourrissent le positif dans leur relation. Pourquoi? Parce que quand il se passe quelque chose de négatif, quand il y a un conflit ou quelque chose qui est désagréable qui est dit ou autre, ben, ils savent encaisser. C'est un peu comme si vous aviez un compte en banque, de la positivité dans une relation. Ce compte-là doit être créditeur pour que la relation aille bien. Chaque fois que vous faites quelque chose de positif, vous créditez de 1, de 1, de 1. Si un truc négatif qui se passe, ben, c'est moins 5 direct. Donc, vous avez intérêt à construire. C'est pour ça aussi, par contre, par exemple, on dit ben, donner du feedback positif. Noter les choses qui sont positives, les reconnaître, les dire aux personnes qu'on les aime. Il y a tout ça qui est important dans la relation, et ça vient de ce facteur-là qui a été vu et démontré dans les relations. Et dernière chose, la dernière chose que je vous amener ici, c'est ils ont identifié 4 comportements qu'ils ont appelés les cavaliers de l'Apocalypse. Les cavaliers de l'Apocalypse, parce que, ben, en fait, quand ces comportements-là sont présents et non contrôlés, ben, en fait, ils se sont rendus compte que ça avait un impact dévastateur sur les relations. Et ces 4 comportements-là, que nous on appelle les toxines de la relation, c'est la critique et le blâme, ça c'en est une. La deuxième, c'est l'attitude défensive. La troisième, c'est la dérobade, le fait voilà, de ne pas parler des sujets. Et la quatrième, c'est le mépris. Donc, ce qu'ils ont vu, c'est que ces toxines-là, elles sont présentes dans les relations. Tout le monde, tous ici, nous, on sait, chacune de nous, on sait par moment être dans de l'attitude défensive ou de la critique et du blâme, voire du mépris ou de la dérobade. Mais quand c'est pas contrôlé, quand ça part au galop comme les cavaliers d'Apocalypse, ben là, ça détruit les relations. Donc, ce constat-là, ces 4 toxines, tous ces travaux-là, ça vient du travail avec les couples. Et en fait, un couple, vous enlevez le côté intime du couple, c'est une relation comme une relation entre 2 associés, un directeur et son adjoint, ou 2 personnes dans une équipe. Vous voyez, donc c'est là où le parallèle est évident et très fort. Et donc tout ce qui sort des travaux de Gottman nous sert dans l'accompagnement avec Hurst et dans l'accompagnement des équipes et des relations. Et quand vous ferez les fondamentaux, je vous souhaite, le deuxième jour, vous allez aborder, on va vous montrer un protocole pour travailler avec les équipes sur leurs toxines de la relation et les antidotes à ça. Donc, c'est comment on travaille avec les équipes pour leur faire prendre conscience des toxines, ce que c'est, quelles sont les toxines qui sont présentes dans cette équipe-là, les toxines de chacun et de chacune, et comment on travaille avec les antidotes pour mieux être en relation les uns avec les autres. Et ça, ce qui est fabuleux, c'est que quand on ressort de cet outil-là, aux fondamentaux, ensuite quand on le pratique avec des équipes, en fait, il y a un vrai apprentissage pour l'équipe, évidemment, mais il y a un apprentissage pour soi-même. Vous rentrez chez vous le soir, vous regardez les comportements des uns et des autres d'une façon complètement différente, parce que vous voyez quelles sont les toxines qui sont là et quels sont les antidotes que vous pouvez utiliser dans les relations que vous avez les uns avec les autres. Est-ce que ça vous évoque les travaux de Gottman? Est-ce que ça vous donne envie d'aller acheter le livre? Une bonne chose. Je vous encourage. Ouais, on n'a aucun top. pourcentage dessus. Hein, Ouais, il est vraiment top et en plus avec des exemples très pratiques, comme tu dis, il y a Oui. aussi l'autre livre, je ne sais plus comment il s'appelle, où il y a des protocoles pour les couples basés sur ça. J'ai plus le titre en tête, j'ai mais pas en tête celui-là. je peux le retrouver. Ouais. Et donc, ce que vous verrez dans Hurst, encore une fois, avec ce protocole sur les toxines, c'est ce que vous pourrez ensuite utiliser vous avec vos équipes. On l'utilise aussi avec les couples, mais plus en mode un peu comme on l'a fait là, en termes d'éducation, à faire comprendre et faire prendre conscience en allant plus dans le détail évidemment, faire prendre conscience de quelles sont mes toxines préférées et quels sont les antidotes par rapport à ça.
vous avez des questions là-dessus avant qu'on passe à la dernière partie qui est sur un peu les relations justes? Qu'est-ce qu'on y met? Ça va? OK. Ça va, je vais devoir y aller malheureusement. Je regrette de rater la fin. Salut Isabelle. Salut, merci, c'était intéressant. Ciao. Et dernière partie, c'était juste on prend 3 minutes pour échanger sur ça parce que je trouve que c'est un vrai sujet. Sur qu'est-ce que nous on parle tout le temps de relations justes et j'étais curieux de voir un peu qu'est-ce que vous, par exemple, vous mettez derrière une relation juste. C'est quoi une relation juste pour vous? Et je vous donnerai ensuite nous notre version des choses avec Orsk. J'ai tendance à penser que c'est pas une relation trop décalée, qu'elle va être pour un résultat gagnant-gagnant des participants. Il y a une forme d'équilibre, quoi. OK? Moi, j'aurais dit qu'il Merci, Émilie. respecte. Pardon. Non, vas-y, excuse-moi. Comme ça, j'aurais dit qu'il respecte les besoins de chacun et les limites de chacun. Je sais pas comment le dire, mais voilà, qu'il y a un accord entre les deux personnes. Ouais, et Du coup, j'adore ce que c'est tu dis. juste pour chacun. C'est juste pour chacun des deux. C'est juste pour C'est chacun ça. des deux. Il y a un accord des deux, en fait. Et il y a un accord des deux. Ouais, OK. Ouais, j'aime bien. Evelyne? On est en petit comité, donc je peux me permettre de te solliciter aussi. Ouais, une relation juste, ouais, c'est une relation, j'allais dire une relation douce. Sympa. Justement, une relation où il y a à la fois un respect. Alors, je dirais c'est une relation où il y a une zone d'échange, mais il y a aussi une zone privée. Et que cette zone privée, elle est respectée par les deux. Voilà. Alors, tu reviens sur la notion effectivement d'équilibre, ce que j'entends aussi là dans ce que tu dis, de respect et d'équilibre. Et c'est intéressant parce que c'est la notion de douce. Peut-être que pour deux personnes, ça peut être une relation douce, et pour deux autres, ça peut être une relation, je sais pas, énergique ou agitée, et ce qui va être peut-être juste pour ces deux-là va être différent pour l'autre, quoi. Ouais. Alors, peut-être c'est une relation qui nourrit, en fait. Qui nourrit, ouais, qui amène aux deux. Qui est dans les énergies, qui correspond aux énergies des personnes. Ouais, et j'aime bien cette notion de l'énergie et que ça corresponde effectivement. Et vous voyez qu'il y a plein de définitions, et on aurait été plus nombreux, on aurait eu encore plus de définitions de ce qu'est une relation juste. Je ne sais pas si tu as envie de partager quelque chose, Émilie, avant de partir, de ce que pour toi une relation juste. Non, je partageais notamment le côté de relations équilibrées, de relations où chacun peut vivre à la fois effectivement son point de vue, son jugement, et à la fois où il y a la place pour la relation en tant que telle. Ouais. Et ça, j'aime bien faire de la place faire prendre conscience de la place de la relation finalement. Et c'est pas juste moi ou l'autre, c'est notre relation. Et c'est que cette relation-là, elle ait sa place aussi, justement. C'est le je, tu, vous, quoi. Il y a aussi la relation. Le je, tu, nous, quoi. Nous, c'est pardon. le je, tu, nous de la relation. Le je, tu, nous. Ouais. Et voilà, il y a plein de choses, et sans prétendre détenir la formule vraie, mais plutôt pour partager, nous, ce qu'on met derrière une relation juste. C'est le fait dans une relation juste, les deux prennent leur propre responsabilité dans la relation. Et ça, c'est super important. C'est que c'est pas j'ai besoin que l'autre me donne, j'ai besoin que l'autre apporte, j'ai besoin que l'autre. C'est comment moi je suis dans la relation. Qu'est-ce que moi je mets dans la relation? C'est quoi la responsabilité que je prends moi dans cette relation? Et ça, déjà, c'est une autre façon de voir les choses. C'est je prends ma propre responsabilité dans cette relation-là. Une deuxième chose, et c'est lié, et vous nous entendrez parler énormément de ça dès les fondamentaux, on parlera toujours d'être conscient et intentionnel. Et là, par exemple, c'est être conscient de ce que je
de ce que je veux, de ce dont j'ai besoin, de ce dont a besoin la relation. Être conscient de ça. Et ça ne suffit pas. Et ensuite de mettre l'intention. Comment je mets l'intention dans ce que je fais, dans mon quotidien, dans mes interactions, dans tout ça, pour aller faire en sorte que ça arrive. Donc, prendre conscience et être intentionnel. Ça, c'est vraiment deux clés super importantes. Je prends mes responsabilités et je suis ensuite à chaque fois conscient et intentionnel et je travaille cette conscience-là et cette intentionnalité. Et dernière chose, ça rejoint un peu ce que vous disiez sur l'équilibre et apporter les choses, mais nous, on a cette analogie du 100%, c'est-à-dire qu'il faut que chacun des acteurs dans une relation soit à 100% dans la relation. Pour que ma relation soit juste, je ne peux pas être dans ma relation à 75% ou à 50%. Je dois être à 100% dans cette relation-là. Par contre, mon 100% n'est pas le même que le 100% de la personne que j'ai en face. Vous voyez? C'est pas nécessairement, on n'amène pas le même contenu, mais on amène chacun 100% de qui on est. Et ça, moi j'ai mis un peu de temps à bien faire tilter ça, sur le côté de, parce qu'on a l'impression de, voilà, jamais autant que tu amènes, en fait. C'est pas cet équilibre-là, c'est l'équilibre de, ben, on amène tous les deux, tout ce qu'on a, on l'amène. Ouais, on est comme ça. Parce que si j'amène moins, je suis dans la retenue. Et si j'amène trop, comment dire, je vais au-delà. C'est vachement subjectif, c'est pas évident, je trouve, à savoir à quel moment on est à 100% ou pas. Ça veut dire quoi être à 100% du coup dans la relation? Ben, c'est plus facile que toi, tu connais ton 100%. Tu vois? Je sais pas. C'est plus Je facile en sais tout cas que pas de si se je connais dire, mes 100%. c'est plus facile que se dire, je vais amener juste ça, ou en fonction de ce que tu as. C'est ça le truc, c'est cette posture finalement d'être entièrement présent dans la relation. À quoi ressemble ton 100%? Toi seul, tu sais. Tu vois? Est-ce que ça veut dire j'amène tout ce que je suis dans la relation? D'une certaine façon, oui. OK. Oui. De Mais en tout façon cas, consciente, en et intentionnel. responsabilité et avec une intention. Oui. Et je D'accord. m'investis, si tu veux, dans cette relation. C'est ça le point. OK. En fait, c'est un engagement quand même des deux, quoi. Un Oui, engagement à oui. s'investir. Ouais, c'est une forme de contrat. J'ai l'impression quand je vois ça, je vois cette idée de contrat, d'engagement, enfin voilà. Et nous, on n'appelle pas ça un contrat, on appelle ça une alliance. Mais voilà, mais ça rejoint un peu C'est une ça. Et forme de l'alliance, modalité. et c'est un peu comme le contrat de partenariat de cette relation. Et dans une alliance, c'est l'un des premiers outils. Après, il y a plein d'autres outils pour aller aider à faire en sorte que cette relation-là elle soit juste. Mais le premier avec lequel on parle, c'est l'alliance. Et l'alliance, c'est se poser ensemble la question de comment est-ce qu'on veut être ensemble. Comment est-ce qu'on veut être ensemble tous les deux, ou tous les cinq. Et ensuite, il y a une autre question, c'est comment on veut être si jamais il y a de la tension. Il y a une troisième question, c'est comment est-ce qu'on s'engage pour que ça se passe. Voilà, ça, c'est l'engagement, et on retrouve le 100% de l'engagement. Tout ça, pareil, c'est l'une des premières choses que vous découvrirez à Fondamentaux, c'est sur l'alliance de partenariat et comment on l'a fait avec un groupe. Et salut, et midi. Ciao. Excusez-moi, merci, au Ciao. revoir. Voilà, j'ai bien sûr, comme d'habitude, dépassé mon temps et je voulais vous consacrer un petit quart d'heure à vous présenter le programme, mais je vais vous en dire quelques mots en 3-4 minutes, en sachant que de toute façon, vous avez l'ensemble des infos qui sont sur le... Quelles sont vos contraintes? Est-ce que vous avez 5 ou 10 minutes de plus que je sache comment on organise? Moi, je peux pas, Euh, je dois pa- pa- sortir dans 2 minutes. Moi, je vais devoir animer quelque chose dans 2 minutes. Ok. Pareil. Bon. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller sur le site oscprogramme.com où vous trouverez en fait l'ensemble des 5 modules. Ce qu'il faut savoir sur le programme, c'est que c'est un programme en 14 jours.
5 modules. Chaque module, premier module 2 jours, les modules suivants 3 jours. Les modules sont toujours co-animés par deux membres de la faculté qui ne sont jamais les mêmes. Donc à chaque fois, vous avez l'occasion de voir en personne une relation et une troisième entité différente. Et à chaque fois, dans les fondamentaux, c'est un peu les métiers, on touche un peu à tout. On vous fait découvrir un peu toutes les autres dimensions du modèle. Et vous repartez des fondamentaux, vous avez déjà 7 ou 8 protocoles et outils que vous pouvez déjà utiliser. Et ça, j'insiste vraiment dessus. Donc, si vous avez envie d'essayer, de tester Hursk, venez faire les fondamentaux, c'est 2 jours. Le tarif, je pense, est de 900, il me semble, c'est ça? J'ai plus le tarif en mémoire. 950. Voilà, 950. C'est vraiment de l'argent super bien investi pour découvrir. À l'issue des fondamentaux, vous avez envie de continuer, bah, vous continuez. À votre rythme d'ailleurs. La seule contrainte, c'est de faire les modules dans l'ordre. Vous vous dites, ça me suffit à ce stade, vous vous arrêtez, vous avez dans votre besace la philosophie Hursk, l'approche et des outils que vous pouvez utiliser avec des groupes ou en individuel.